Most of you, some of you, sorry, my students and the former students know that I was a former translator, and I think that the documentation chain, no, I'm pretty sure and I'm assertive. The communication chain begins with technical communicators and may end with translators, but they have to communicate, and I'm very happy to have convinced Vincent Bidot to come and give a presentation in French. So now I remember that I wanted to do interpretation for our American colleagues, and I'm very happy to see that they sit in a corner. So I will go towards them, and I will try at the end of the day to do interpretation. So Vincent here. So Vincent is going to talk in French, as I just said. Et voilà. Et maintenant, on a le dernier moment de la journée et on va un peu se reposer avec la langue, puisqu'on va parler et écouter du français. N'est-ce pas, les chers Français qui sont dans la salle? Vincent, est-ce que c'est bon là? Je pense, on va voir. Okay. So. Vincent, il n'est pas sur la vue. Super. Tu mets maintenant. Une séquence de chuchotement en route. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Vincent Bidot, j'interviens. Certaines d'entre vous m'ont eu en tant qu'élève sur des questions d'illustration et de publication automatisée dans les cursus de Paris Diderot. Ça fait une vingtaine d'années que j'exerce ce métier de rédacteur, illustrateur technique auprès d'entreprises, plutôt dans le domaine des machines et des fabricants de matériel médical, parce que j'ai une compétence technique à la base, donc c'est plus facile pour moi d'être dans des environnements assez technologiques, de bureaux d'études. C'est dans ces environnements-là d'ailleurs, enfin bon. Voilà, donc quand Patricia a fait circuler ce thème des silos, j'ai tout de suite, je me suis dit que c'était une bonne idée, et puis j'ai pensé assez vite à la thème de la traduction, parce que la traduction, c'est un secteur assez majeur, en tout cas qui pose question, qui pose beaucoup d'enjeux. Parce que j'ai constaté que c'était une phase tout à fait sensible. En entreprise, vous avez traditionnellement deux grands silos, le silo des gens qui développent ou qui fabriquent, et l'autre silo qui sont les gens qui vendent le produit. Et nous, on est un peu entre les deux. Moi, j'ai un peu l'impression, quelquefois, d'être sur un bateau avec les gens qui développent et qui produisent, et on se rapproche d'un quai qui est la date de commercialisation, et la distance se réduit. Il n'est pas possible de bouger le quai, la date de commercialisation reste la même, le produit n'est pas fini, le bateau continue d'avancer, et on est dans cet intervalle-là de la distance qui se rétrécit de jour en jour. Et on est quelques-uns à subir cette diminution de distance. Nous sommes bien sûr les rédacteurs qui devons faire la doc, mais juste derrière nous, il ne faut pas les oublier, là, il y a les traducteurs qui vont devoir traduire les documents. C'est d'autant plus important à intégrer que depuis une dizaine d'années, étant en Europe, on a une législation qui nous a imposé, au début les fabricants français avec 4 ou 5 langues se débrouillaient très bien,
De plus en plus, la législation s'est renforcée. Et maintenant, lorsqu'une entreprise en France exporte dans le monde, c'est assez vite une quinzaine de langues, voire 20, à gérer. Donc, pendant que le bateau se rapproche du quai, il faut avoir aussi à l'esprit qu'on va avoir 15 à 20 langues à gérer une fois que la documentation sera terminée. Donc c'est une phase sensible entre production et commercialisation. Il y a de fortes contraintes donc, de temps et de budget. De temps, parce que donc, ce que je disais, le temps est compté. Souvent, on nous dit, bon, la documentation n'est pas très connue, pas très considérée en entreprise, mais je vous assure que si un lancement commercial est retardé à cause d'un manque de documentation, le service documentation prend une toute nouvelle importance avec des membres de la direction qui descendent vous voir. Et donc, bon, je ne vous souhaite pas, mais ça peut vraiment arriver si vous ne faites pas les choses en temps et en heure. Il y a aussi des contraintes de budget. Quand je parle de 10-15 langues à gérer, c'est tout de suite... attendez, je vous ai donné les conclusions trop vite. Voilà. Voilà, je suis là. On est sur des volumes des budgets de traduction qui sont de plus en plus importants, qui peuvent, dans certaines entreprises, être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, il faut s'attacher à faire les choses vite et bien. C'est pour ça que j'ai tenté, pour cette intervention, de vous donner quelques exemples de collaboration que j'ai trouvé intéressantes et utiles à avoir avec les traducteurs pour que ce projet, dans un laps de temps très réduit, se passe au mieux. Alors, d'abord, avant de parler de rapidité, de gain, je voudrais faire une déclaration envers les traducteurs qui, personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment nos meilleurs relecteurs. Ils sont très utiles parce que ce sont des gens qui ne lisent pas le texte que vous avez écrit, ils ne le lisent pas en surface, mais comme ils doivent passer par le sens pour savoir de quoi il est question, ils le lisent de manière très, très, très attentive. Et l'intérêt du traducteur, c'est que c'est en même temps un lecteur attentif et c'est en même temps une personne avec qui on est en contact, avec qui on discute. Donc c'est quasiment inespéré pour nous, parce que bien souvent, les docs partent dans la nature et on ne sait pas comment, ce que les gens en pensent, s'ils en pensent quelque chose, s'ils les lisent. Là, on a sous la main une personne qui lit de A à Z, et même de manière très très concentrée, et qu'on va pouvoir appeler une semaine ou deux après en lui disant, pas qu'est-ce que tu en as pensé, mais en fait ça ne se passe pas comme ça. On ne l'appelle pas, mais on lui donne la consigne au moment du début de la traduction de dire je voudrais que vous me posiez des questions sur des incohérences, sur ce que vous n'avez pas compris. C'est une mission personnellement que je donne au traducteur. Et à la limite, quand un traducteur me retourne une traduction en disant « ça y est, j'ai fini, le dossier est dans tel dossier », je trouve ça presque suspect. Je suis content parce que la traduction est arrivée, elle n'est pas en retard, bon, très bien. Je suis rassuré d'une certaine manière, mais j'ai un doute. Est-ce que le traducteur est allé jusqu'au fond du texte et au fond du sens ? Donc, je demande, en même temps que la livraison de la traduction, des release notes, des notes de traduction. Je vous en montre une pour que vous voyez à peu près quelle tête ça a. Là, c'est d'un anglais, alors qui n'est pas terrible, hein, ça peut expliquer les notes du traducteur, mais de l'anglais vers le chinois. Et on voit ici que, bon, il y a une faute de frappe en anglais, bon, très bien. Il y a une colonne ici, vous voyez, l'English source, la traduction proposée par le traducteur, éventuellement des traductions alternatives et les commentaires du traducteur. Quand on voit par exemple ici « using the flats located at the end of the rotor », que le traducteur vous dit « what's the meaning of flats here », ça veut dire que, bon, manifestement,
il y a un souci sur le texte source. Pour moi, ces remarques-là, c'est vraiment de l'or, parce que c'est la dernière possibilité de réparer les erreurs dans le texte, ou les incohérences, ou les imprécisions, avant que le texte soit diffusé, soit publié, et sorte de l'entreprise, et soit irrattrapable. Voilà, donc c'était d'abord, je voulais vous montrer ce que je considère comme étant un apport capital des traducteurs. Pour moi, c'est un peu comme si on avait à filtrer une eau un peu boueuse, un peu sableuse. En fait, on a besoin de 2 filtres. On a besoin d'un filtre un peu grossier pour retenir les gros grains. Ça, c'est nous en tant que rédacteurs. Et puis, on a besoin d'un filtre très très fin qui va arriver à retenir les derniers grains de sable. Et ça, c'est le rôle que peut jouer le traducteur pour nous. Alors, il peut le jouer à condition que, déjà, vous lui demandiez. Deuxièmement, qu'il soit bien payé, parce qu'un traducteur qui n'est payé que 5 ou 6 centimes par mot n'a pas le temps d'aller au sens des phrases. Il ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'il fasse 3 000, 4 000, 5 000 mots par jour pour survivre. Donc il faut considérer que le tarif qu'on va consentir au traducteur est lié directement à l'attention qu'il va pouvoir porter au texte et donc à la qualité des retours qu'il va pouvoir vous faire. Éventuellement son statut aussi, c'est-à-dire que c'est plus facile d'être en direct avec un traducteur indépendant pour faire ça que d'être face à une agence qui certes a une force de frappe très importante, mais qui souvent n'a pas intérêt à ce que vous soyez en contact direct avec les traducteurs et n'est pas très... on n'encourage pas spécialement ce type de dialogue, de questions, d'aller-retour. Donc le bienfait principal de cette coopération avec les traducteurs, je le situe essentiellement au niveau de la qualité. Ils nous rendent vraiment de fiers services et je vous encourage autant que possible à les solliciter. Un autre aspect de cette collaboration, ça va être d'utiliser finalement les outils du traducteur pour commencer l'étape de traduction. Ça va vous paraître bizarre, je vous dis il faut absolument être rapide, diminuer le délai, et puis là je suis en train de vous dire que après avoir rédigé, vous allez devoir utiliser l'outil du traducteur pour commencer la traduction. C'est un peu surprenant, mais ça va nous permettre, c'est une étape et c'est une opération qui est très très bénéfique, de charger le texte à traduire dans l'outil d'aide à la traduction et de regarder comment il se comporte. Combien d'entre vous savent ce qu'est un outil d'aide à la traduction ? Donc on est à... C'est un... Donc bon, pour raccrocher ça à des noms d'outils, l'outil phare le plus connu est Trados. Il y en a je ne dirais pas des dizaines d'autres, mais bien 20 ou 30 autres outils qui existent. Moi, je vais vous présenter une petite démonstration dans un outil qui s'appelle OmegaT, qui est un logiciel libre et gratuit, multiplateforme. Et ce type d'outils offre aux traducteurs un environnement de travail complètement optimisé. On est très très loin aujourd'hui de travailler par écrasement dans le texte source. On est dans des outils, je vous montre la tête qu'il a, on est dans des outils assez épurés où on a le texte source, là il est en vert, la traduction ici en noir, et on n'est plus du tout en contact avec le texte de départ, c'est simplement le logiciel qui a extrait les phrases à traduire pour les proposer dans une interface complètement sécurisée.
Bon, là, c'est une interface un peu particulière. Souvent, dans les logiciels d'aide à la traduction, le texte source et le texte cible sont présentés en colonnes. Ici, c'est une particularité de ce logiciel, c'est l'un en dessous de l'autre. Après, on peut masquer en affichage, je peux masquer le texte source, et là, je vois qu'il ne me reste que le texte traduit. Je ne vais pas faire une démonstration complète d'Omega T, mais je vais vous montrer la fonctionnalité qui le rend très très utile pour nous. C'est l'identification des différences après une mise à jour. Alors je vais mimer une mise à jour. Donc c'est un document qui est déjà traduit. Je vais aller dans le document et puis on va faire ensemble quelques modifications. Ici, je vais mettre son contenu dans ce manuel, je vais mettre dans ces manuels, pluriel. Limite, je vais mettre de la garantie. Je vais des très très faibles. Allez, on n'est plus en ISO 14001, mais en 14002 par exemple. Je mets n'importe quoi. Hein. Voilà, j'enregistre. Et ce type de logiciel-là va nous permettre de comparer finalement très facilement par rapport à ce qui a déjà été fait, ce qu'il reste à faire. On a la possibilité de visualiser les statistiques. Là, on voit que... Alors, je ne sais pas pourquoi ça... Ah si, parce que je n'ai pas rechargé. Voilà. Ici, on voit qu'il reste 47 mots à traduire. En fait, ce sont 3 phrases qui ont été modifiées, qui elles-mêmes contiennent 47 mots. Je ne vais pas plus loin sur les statistiques, mais ça vous donne une idée de la charge de travail que le traducteur aura par la suite. Ça va vous permettre d'anticiper le délai, ça va vous permettre de mieux comprendre son devis lorsque vous le recevrez. Donc ça, c'est sur l'aspect gestion de projet. Il y a un aspect, en plus de ça, que je trouve très très intéressant, c'est que ça va vous permettre, en allant de modification en modification, de vérifier, avant d'envoyer en traduction, de vérifier le travail à faire. Pour ça, il y a une commande qui s'appelle atteindre le segment non traduit suivant, le CTRL U, et quand je tape ce raccourci, je vais automatiquement sur les segments qui ont bougé. Ce type d'outil nous permet, en plus avec les correspondances, l'historique à droite, ici, de nous voir qu'est-ce qui a bougé et éventuellement permet d'en faire nous-mêmes si on se sent la possibilité. Si ce sont des chiffres, par exemple, on peut déjà opérer un peu de traduction. Pourquoi cette manière de faire, je l'encourage fortement, c'est que avec cette étape-là, ça nous permet de se refaire le film de toutes les modifications qui ont été faites. Alors là, c'est trivial parce qu'on a fait 3 modifications il y a 2 minutes, on s'en rappelle. Mais parfois, les documents s'étalent sur le travail de validation. C'est quelquefois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ce type d'outil-là, avant d'envoyer en traduction, nous permet, nous, en tant que rédacteurs, de s'assurer que c'est bien les vraies modifications qui vont être données à traduire. Et cette étape-là m'a pas sauvé la vie, je ne vais pas exagérer, mais m'a permis d'identifier des dysfonctionnements. Par exemple, vous avez changé 3 phrases, et lorsque vous arrivez dans l'outil, vous voyez qu'il y a la moitié du texte à retraduire. Vous dites, c'est pas normal. Vous constatez que quelqu'un a ouvert le document en mode révision et du coup, le logiciel ne reconnaît plus ses petits. Ou il y a une correction automatique des apostrophes ou des... je ne sais pas. Le mieux qu'on puisse détecter avec ça, c'est typiquement les erreurs de copier-coller. Ça va vous paraître basique, mais on a quasiment tous fait l'expérience du CTRL-C, CTRL-V. On se dit, ah, zut, ça n'a pas marché.
En fait, si, ça a marché, mais vous avez collé votre morceau de texte 2 pages avant ou 2 pages après. Vous ne l'avez pas vu, vous avez continué. Et cette étape de vérification dans le logiciel vous permet d'arriver sur la phrase, de vous dire « c'est bizarre, je n'avais pas du tout modifié cet endroit-là », de la lire et de vous apercevoir qu'il y a un gros grumeau au milieu qui résulte d'une mauvaise manipulation. Et cet outil-là vous permet de détecter ce type d'aspérité qui, sans cela, soit serait revenu sous forme de question, soit serait pas revenu et serait sorti dans la version officielle. Donc on anticipe, on comprend mieux ce que fait le traducteur, et donc c'est très très bénéfique d'une certaine manière, pas pré-traduire, mais initier le projet de traduction avec les outils du traducteur. Donc les statistiques. On se repasse le film. Et alors, donc les bienfaits, c'est on comprend le devis, on anticipe les problèmes et on diminue les délais et éventuellement les budgets. Il m'est arrivé sur certaines traductions d'avoir que des références ou des chiffres qui changeaient. Je m'en suis occupé parce que c'était facile et on a un peu limité les budgets. C'est plutôt en termes de délai que ça peut jouer. Et surtout, éviter de sortir des énormités ensuite. Et le troisième outil que j'aimerais vous montrer, je suis comment au niveau du temps? 16h06. You can't do both. Alors. L'autre activité que je vous encourage à faire, c'est de valider et corriger en commun avec les traducteurs. C'est souvent une phase longue et pénible lorsque le traducteur vous a redonné son texte, c'est d'obtenir, alors bon, ça dépend des clients, mais je sais que dans le médical par exemple, on a tout le processus qui est bloqué tant qu'on n'a pas la signature, l'approbation d'un relecteur dans une filiale, par exemple le responsable marketing dans un pays, qui doit relire la traduction. Tant qu'on n'a pas sa signature, c'est bloqué. Et on a ce risque que cette phase-là s'éternise, c'est-à-dire le traducteur fait une proposition, le relecteur dit « je n'aime pas, je mettrai plutôt ça ». On renvoie au traducteur qui dit « oui, enfin non, nous dans notre pays… » Enfin, lui il dit ça, mais ça va contre les principes de la… Enfin, je ne sais pas, après il peut y avoir un dialogue, mais si on fonctionne par mail, ça peut s'éterniser dans une partie de ping-pong un peu longue. Et comme on a vu, on n'a pas le temps de faire du ping-pong. Donc, une solution, c'est de commenter le texte dans les marges. Alors, je vous montre si on peut switcher. Ah, merci, vous êtes déjà dessus. La tête que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'on va non pas s'envoyer un document par mail, mais le poster sur une plateforme. Alors là, c'est un outil qui s'appelle Comment, qui est un outil dédié à la notation sur Internet. Donc vous conviez différentes personnes sur le texte. Et puis, là, j'ai simulé que voilà, le texte à valider, c'était ça. Le relecteur a demandé une autre traduction. Et moi, en tant que traducteur, qui suis aussi convié à ce travail-là, je peux dire soit « OK, je suis d'accord, j'intègre dans la traduction ». Ou au contraire, est-ce que j'ai une autre… je dois en avoir une autre normalement. Non. Ah si, j'en ai une là.
Ici, le relecteur dit est-ce que vous êtes sûr, j'aurais mis 25G à la place de 24G. Là, typiquement, sur ce type de plateforme, on peut aussi convier le rédacteur, parce que là, ce n'est plus une question de traduction, mais ça impacte clairement le contenu. Donc, dans les marges, on peut initier un dialogue, des échanges, et statuer finalement sur est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Ce qui me paraît intéressant dans ce type d'outil, c'est que déjà, donc on n'a pas l'effet ping-pong. On part du principe que le relecteur dans la filiale peut se tromper et il propose quelque chose et le traducteur dispose. Est-ce que j'intègre, est-ce que j'intègre pas? C'est un principe qu'on peut aussi adopter en tant que rédacteur lorsqu'on produit un texte source et qu'on le fait valider par des ingénieurs ou des gens qui donnent leur approbation. On peut imaginer un système comme ça où l'approbateur ne modifie pas le texte, mais apporte en marge des demandes de modification ou des propositions de modification. Charge à vous, en tant que rédacteur, communicateur technique, de dire je prends pas, ou oui, vous avez raison, mais ce n'est pas à cet endroit-là, c'est 2 sections plus loin, ou ce n'est pas en une phrase, c'est en 2 phrases. Et là, vous voyez qu'on est sur un échange qui est très différent de l'approbateur qui sait et qui écrase le texte. On confie à la personne qui est chargée de relire ou d'approuver la tâche de faire de demandes de propositions. Et les gens qui sont à l'origine du texte sont là encore pour dire s'ils sont d'accord ou pas. Donc la perspective est complètement différente. Et ouais, j'ai bientôt fini. Ouais. Donc on gagne du temps. On a la perception du domaine de compétences de chacun, parce que le relecteur s'aperçoit à cette occasion-là que la traduction, ce n'est pas une machine, c'est quelqu'un qui a un nom, c'est quelqu'un qui apporte une compétence, c'est quelqu'un qui a un dialogue qui peut vraiment être riche et il va apprendre des choses au contact du traducteur. Et le fait de se retrouver comme ça autour d'un texte est très très bénéfique. En conclusion, je dirais que vous avez compris que les bienfaits d'une collaboration réussie, c'était gagner du temps et de la qualité. Et pour reboucler sur la question de la collaboration et de la coopération, je dirais que coopérer, c'est d'avoir l'humilité de se dire qu'on est faillible et qu'on est plus fort à plusieurs. Ça peut paraître trivial, mais c'est bien de le rappeler. Avec ce type d'outils, notamment d'annotation en ligne, on se rassemble autour d'un doc sans le détruire. Et ça, c'est très différent des modèles qu'on connaît beaucoup, qui sont des modèles où on écrase et on modifie le texte à chaque étape. Vous savez, ces fameux workflows où chacun est censé faire quelque chose et ensuite passe le relais à une autre personne, avec le principe que ce qu'il a fait, c'est bon. Là, non, on va plutôt ne pas détruire le document à chaque fois, mais plutôt se rassembler autour et s'identifier comme étant des compétences complémentaires. Voilà, merci, j'ai fini.